Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette web-série. Nous arrivons bientôt au terme de celle-ci et je vous propose d'aborder cette fois les thématiques de pleine conscience et de développement personnel avec Nicolas Marquis. Bonjour. Bonjour. Ces thèmes, on en entend beaucoup parler aujourd'hui, la pleine conscience, développement personnel, etc. Quel est le regard du sociologue par rapport à ces deux phénomènes ? C'est un regard intéressé. C'est un regard intéressé non pas pour donner tort ou raison à ces phénomènes, mais simplement pour les constituer en analyseurs de la façon dont notre société fonctionne. J'ai beaucoup travaillé sur les questions du développement personnel, je pense que nous avons déjà eu l'occasion de l'aborder. Et ce que cela m'a laissé comme impression, ou ce que cela m'a permis de mener à bien comme conclusion, c'est qu'aujourd'hui nous sommes dans une société qui valorise, peut-être d'une façon jamais vue auparavant dans l'histoire, notre intériorité. L'idée que chaque individu est habité par une partie de lui-même qu'il ne maîtrise pas, mais qui regorge de ressources, à la fois des ressources de sens, une sorte d'authenticité, mais également des ressources de puissance. Et je pense que c'est très important, c'est-à-dire, nous avons toute une série d'exemples par rapport à ça, j'en donnerai un dans un instant, cette idée que nous sommes aujourd'hui capables de bien plus de choses que ce que nous le croyons. Alors, nous avons des versions de cela qui sont plutôt d'ordre neuroscientifique. Vous connaissez tous ces travaux plus ou moins vulgarisés, qui se transforment parfois en titres de films selon lesquels nous n'utilisons que 10% des capacités de notre cerveau, par exemple. Et puis nous avons des versions plus psychodynamiques selon lesquelles il conviendrait de travailler sur certains blocages qui nous auraient été occasionnés par notre éducation et qu'une fois ces blocages levés, nous connaîtrions une existence différente de celle que nous connaissons à l'heure actuelle avec ses limitations, etc., etc. Et le phénomène de la pleine conscience participe tout à fait de cela. Ce que je trouve intéressant, c'est que ce sont des phénomènes qui ont cette capacité à jouer sur plusieurs tableaux à la fois. Et je ne dis pas du tout ça de façon péjorative, simplement je les regarde comme analyste. C'est-à-dire qu'ils mobilisent des ressources de la science. Il mobilise des ressources de la science en sachant très bien qu'aujourd'hui, la science en tant qu'institution sociale possède un prestige. Lorsqu'on dit c'est scientifiquement prouvé, j'y crois parce que c'est scientifiquement prouvé, ce qui est un peu une contradiction, ça permet de rassurer la personne qui est en face de nous en quelque sorte. Donc on retrouve des arguments neuroscientifiques, on retrouve aussi des arguments qui tiennent au fait qu'il s'agit là de sagesse antique, du bouddhisme ou de pratiques d'esthétique de soi chez les Grecs, etc., qui auraient eu cours il y a bien longtemps de cela, mais que nous aurions désappris à cause d'une société mortifère dans laquelle nous évoluons. Et je pense que cette conjonction entre l'argument par la science, qui est la quintessence de l'argument moderne en quelque sens, et l'argument par la tradition, par le passé, par l'expérience au long cours, c'est aujourd'hui l'une des raisons du succès de ce type d'approche. Et justement, la pleine conscience pour vous, qu'est-ce qu'elle apporte et en quoi c'est un mieux-être ou un mieux-vivre? Est-ce que c'est vraiment cela? Alors, ce que je trouve intéressant dans la pleine conscience, les promoteurs de ce mouvement vous en parleront beaucoup mieux que moi. Moi, simplement, je vais me permettre ici de pointer certains éléments qui me semblent intéressants d'un point de vue sociologique. La pleine conscience est intéressante dans la mesure où, en lien avec ce dont on parlait sur l'intériorité, elle propose un recentrement sur soi-même, tout en tentant de se libérer de toute une série de contraintes extérieures. Et je pense que c'est ça, une forme de quintessence du message moderne, à savoir les ressources se trouvent à l'intérieur, le danger se trouve à l'extérieur. Alors quand je dis danger, ça peut être un danger de toute nature, mais cette idée selon laquelle ce qui nous empêche de nous réaliser nous-mêmes se trouve à l'extérieur, c'est quelque chose qui fait complètement partie de ce vocabulaire de la pleine conscience. Aussi, pour faire le lien avec une autre web-série que nous avons pu réaliser récemment, la pleine conscience met au centre de l'attention la question du corps, la question de la sensation, la question du fait de se sentir habité, la reconnexion entre le corps et l'esprit, toujours avec cette même idée que c'est la société dans laquelle nous vivons qui a organisé cette déconnexion qui pour nous est éventuellement maléfique, voire mortifère. Ce qui signifie donc quelque part que cette pleine conscience participe à ce mouvement dont nous avons également parlé, d'une société qui prône l'individualisme? Oui, je pense. Elle y participe dans la mesure où elle se conjoint très bien avec ce message selon lequel c'est à l'intérieur de nous-mêmes que nos ressources se trouvent. Et que finalement,
il n'existe aucune situation, alors ce n'est pas moi qui le dis, là je ne fais que porter une représentation sociale qui est très répandue, il n'existe aucune situation dans laquelle vous êtes sans ressources, dans laquelle vous êtes totalement contraint. C'est-à-dire que même dans les situations les plus dramatiques, il vous reste toujours une possibilité, une sorte de marge de manœuvre, une possibilité d'aménagement, même si cette possibilité doit se résumer au fait de changer de regard sur la situation que vous êtes en train de vivre. Et finalement, des thématiques telles que la pleine conscience promeuvent cette idée-là en disant votre pouvoir sur le monde, il n'est pas seulement, ou il n'est même pas tellement celui de changer le monde autour de vous, il est celui de changer la représentation que vous avez sur ce monde et la manière dont celui-ci vous affecte. Imaginez, vous êtes malheureux dans votre boulot. Mais vous ne pouvez pas, pour toute une série de raisons financières, d'obligations familiales, le quitter, etc. Et vous commencez à vous plaindre auprès d'amis. Et puis ces amis vont accepter votre plainte pendant tout un temps. Mais si vous continuez à vous plaindre de façon un petit peu éhontée, on va dire, ces amis vont commencer à le prendre mal et vont commencer à vouloir faire cesser cette plainte en vous donnant des conseils. Essaye de changer de boulot, etc. Et si à chaque fois vous répondez que vous ne pouvez pas, la réponse va être finalement « mais travaille sur ton acceptation de la situation, change ton regard sur cette situation ». Et je pense qu'en dernier recours, c'est ce que nous attendons de chaque individu. Alors évidemment, cela peut prêter le flanc à une forme de critique à la fois sociale et de critique sociologique, mais si on travaille uniquement sur son regard par rapport à la situation, est-ce que ce n'est pas une forme de démission par rapport au monde en tant que tel? Alors les promoteurs, il faut tout à fait leur rendre justice, les promoteurs de cette mouvance du développement personnel en général et de la pleine conscience en particulier sont tout à fait conscients de cette critique-là, qui est une critique relativement ancienne. Et la façon dont ils répondent, c'est de dire, puisque aujourd'hui une série de façons de changer le monde ont démontré leur efficacité, la politique, d'autres façons relativement classiques, la meilleure façon dont nous avons aujourd'hui pour obtenir les changements que nous espérons, c'est en faisant en sorte que chaque individu travaille sur lui-même. Et il y a ce fantasme, je dirais, ou cette chimère pour certains, d'une forme de changement social qui s'obtiendrait par l'adéquation de chaque individu avec lui-même. Ce que je veux dire par là, et c'est un principe que l'on retrouve également dans la communication non violente, par exemple, c'est un principe éthique, moral, je pense qu'il n'a rien de scientifique en tant que tel, c'est une forme d'espoir, selon lequel un individu qui est en accord avec lui-même ne peut pas faire le mal, pour dire les choses rapidement. On parlait de la communication non violente, je pense à des phrases de Thomas d'Ansembourg dans ses ouvrages, sur le fait que, au fond de chaque individu, disait-il, j'ai la conviction, même du pire des criminels, j'ai la conviction que se trouve quelque chose de bon. Et si on réussit à faire valoir ce quelque chose de bon, à mettre cet individu en adéquation avec lui-même, il ne pourra tourner que bien. Et je veux dire, par capillarité, en quelque sorte, si chaque individu produit ce petit travail sur lui-même, c'est un peu la métaphore qui avait du succès au temps du New Age, de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Si chacun d'entre nous, nous sommes une goutte d'eau qui rentre dans un vase, à un moment, ce vase va déborder et nous entrerons dans une forme de changement social massif. Donc voilà la façon dont les promoteurs du développement personnel en général et de la pleine conscience en particulier répondent à l'accusation qui leur est parfois faite de se désintéresser d'un changement, je vais dire, manuel dans le monde pour préférer un changement dans les représentations que l'on a de celui-ci. Justement, sans pour autant critiquer le mouvement de la pleine conscience du développement personnel, est-ce que dans cette société qui est très individualiste, etc., il n'y a pas une forme de violence aussi qui naît lorsqu'on ne répond pas aux critères établis par la société ? Dans plusieurs de nos entretiens, nous avons parlé d'une société individualiste. Cette société, on l'a définie comme une société dans laquelle l'autonomie est notre valeur la plus importante. Mais ce qu'on appelle aussi une société individualiste, c'est une société qui s'oppose à des modes anciens d'organisation sociale dans lesquels chaque individu avait sa place prédéterminée par son sang, par sa naissance, par l'endroit dans lequel il arrivait. On peut penser à la société des castes en Inde, mais la plupart des sociétés antiques fonctionnaient selon ce principe.
cela occasionne le fait que dans notre société, la question de savoir qui suis-je et qui suis-je par rapport aux autres, c'est une question qui est absolument prépondérante pour les individus. Alors certains se la posent peut-être plus que d'autres, mais en tout cas, nous sommes tous confrontés au fait que chacun attend des autres et chacun attend de lui-même que la réponse à la question « qui suis-je ? Pourquoi suis-je là ? Qui suis-je par rapport à autrui ?» elle soit construite à partir de notre intériorité, à partir de nous-mêmes et non pas à partir d'une réponse qui serait donnée avant notre naissance. Ce que je veux dire par là, c'est que dans cette quête de réponse à la question « qui suis-je ? Qui suis-je par rapport aux autres ?» l'important, je pense, c'est de se différencier. Alors, peut-être que ça semble être quelque chose d'extrêmement violent, voire quelque chose de pas très joyeux, mais le fait de se différencier fait partie de notre condition quotidienne depuis que nous sommes enfants, et ce jusqu'à notre mort. C'est-à-dire que la question de savoir si la vie que l'on est en train de vivre est une vie qui vaut la peine d'être vécue, on peut bien sûr tenter d'y répondre dans l'absolu, mais je fais le pari que l'on ne peut pas y répondre sans se comparer à d'autres personnes. Et dans ce processus de comparaison, je pense qu'on tente de faire feu de tout bois. On a parlé de la question de la résilience, on parle de cette question maintenant de la pleine conscience, donc c'est-à-dire d'obtenir une connexion avec son intériorité plus forte. Mais si je dis plus forte, ça veut dire plus forte que le mois d'avant ou plus forte que celle des autres personnes, de la masse des autres personnes qui ne suivent pas ce processus-là. Et donc, je peux en tirer comme conclusion que je vis une vie d'une qualité qui est supérieure ou qui est différente, mais toujours un petit peu supérieure quand même dans cette différence par rapport aux autres personnes. Et donc, je pense qu'il est impossible de ne pas considérer que toutes ces ressources de travail sur soi ne sont pas en même temps des ressources de distinction sociale. Nicolas Marquis, merci beaucoup d'avoir pris ce temps durant cette web-série de nous montrer différents points de notre société avec votre regard de sociologue. Nous arrivons donc au terme de notre web-série. Il est bien évident qu'il y aura encore d'autres points de vue qui pourraient être proposés par le regard du psychologue. Ce serait peut-être l'occasion d'une autre web-série pour plus tard. Mais en tout cas, merci de nous avoir accompagnés durant ces 6 magazines et puis nous vous retrouverons très bientôt pour d'autres aventures. Au revoir.